Imaginez une ville, non pas construite, mais sculptée. Une métropole de pierres rose-rouge, cachée du monde pendant des siècles, blottie au cœur des canyons labyrinthiques du désert jordanien. C'est Petra, un nom qui murmure des rois oubliés et des richesses inouïes. C'est un lieu où chaque ombre semble receler un secret, où le vent lui-même semble porter les murmures d'une civilisation perdue. Pendant des générations, son existence n'était qu'une légende, une histoire de fantômes racontée par les tribus bédouines autour de leur feu de camp. Mais Petra est bien réelle, et ses magnifiques ruines continuent de défier notre compréhension, soulevant plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Quel secret est ainsi précieux qu'il devait être caché derrière ces murs de pierre impénétrables? Rejoignez-moi, alors que nous nous lançons dans un voyage pour découvrir l'histoire cachée de ce lieu extraordinaire. Pourquoi cette ville antique captive-t-elle si profondément notre imagination? Est-ce l'audace même de sa création, taillée directement dans la roche vivante avec un art à couper le souffle? Ou est-ce le mystère de son peuple, les Nabatéens, qui ont disparu de la scène de l'histoire, laissant derrière eux ce témoignage monumental de leur génie? Petra est bien plus qu'un simple site archéologique. C'est une expérience théâtrale, une grande scène sur laquelle se sont déroulés les drames du commerce du pouvoir et de la foi, un secret qui attend d'être raconté. Le voyage à Petra n'est pas une arrivée ordinaire. On ne se contente pas de se rendre à ses portes en voiture. Non. La ville exige un pèlerinage, une procession lente et délibérée qui construit l'anticipation à chaque pas. Le visiteur moderne commence ce voyage près de la ville de Wadi Moussa, mais la véritable entrée est une merveille géologique naturelle, connue sous le nom de Sikh. Ce n'est pas un canyon artificiel, mais une gorge étroite, fendue par des forces tectoniques il y a des millions d'années. Elle serpente sur plus d'1 kilomètre des falaises de grès imposantes, pouvant atteindre plus de 80 mètres de hauteur. Le chemin est frais et ombragé, contraste saisissant avec le soleil ardent du désert, le silence à l'intérieur est profond, rompu seulement par l'écho de vos propres pas. Les parois imposantes, peintes de bandes tourbillonnantes de rouge, rose, orange, ocre, semblent se refermer au-dessus de vous, ne laissant parfois qu'une infime parcelle du ciel bleu brillant. Ce passage dramatique était l'entrée principale de Petra dans l'Antiquité, creusant des canaux le long des parois pour acheminer de l'eau douce au cœur de leur ville. On peut encore voir des vestiges de ces canalisations en terre cuite, un témoignage de leurs incroyables compétences en ingénierie et de leur maîtrise de la ressource la plus précieuse du désert. À travers la dernière fente sombre du canyon, vous apercevez pour la première fois Al-Khazneh, le trésor. Mais qui étaient dans les architectes de cette merveille? Qui étaient ces gens capables de faire surgir une métropole d'une roche solide? C'étaient les Nabatéens, une civilisation qui demeure l'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire. À l'origine, une tribu arabe nomade, ils sont apparus des déserts d'Arabie vers le 6e siècle avant J.-Z. Ce n'étaient pas des conquérants au sens traditionnel. Leur pouvoir ne venait pas de vastes armées, mais de leur compréhension inégalée du désert. Ils connaissaient ses secrets, ses sources d'eau cachées, ses rythmes impitoyables. Cette connaissance leur a permis de contrôler les artères les plus vitales du commerce antique, les routes lucratives de l'encens, les routes des épices, qui reliaient la péninsule arabique du Sud aux grands empires de la Méditerranée et de la Mésopotamie. Leur choix d'emplacement pour Petra était un coup de génie stratégique. Le site est une forteresse naturelle, encerclée par des montagnes abruptes et infranchissables, avec seulement quelques points d'entrée étroits, comme le Sikh. Depuis ce bastion protégé, les Nabatéens pouvaient contrôler les routes commerciales traversant la région. Les Nabatéens sont devenus fabuleusement riches en prélevant des taxes et en offrant protection et provisions aux commerçants. Cette richesse a financé la construction spectaculaire de leur capitale. Pourtant, malgré toutes leurs réalisations, les Nabatéens restent entourés de mystères. Leur destin ultime est une énigme. L'histoire de l'ascension de Petra est un récit d'ambition et d'ingéniosité incroyable. Pendant son âge d'or, la ville était un centre de commerce international animé et dynamique. Imaginez la scène, la rue principale à colonnades, une grande avenue bordée de temples, de boutiques, de bâtiments publics, grouillant de gens venus des 4 coins du monde connus. Les marchands nabatéens, dans leurs robes flottantes, auraient marchandé avec les commerçants romains, les émissaires égyptiens et les nomades arabes. Les Nabatéens ont construit un réseau sophistiqué de barrages, de citernes et d'aqueducs pour capter et gérer les rares précipitations. Ils ont construit un grand théâtre, taillé directement dans la montagne, ils ont érigé un grand temple, un vaste complexe. Cependant, aucun âge d'or ne dure éternellement.
Tout d'abord, les Romains, sous l'empereur Trajan, ont annexé le royaume nabatéen en 106 après JC. De nouvelles routes maritimes à travers la mer Rouge ont commencé à contourner les routes caravanières terrestres. Un tremblement de terre dévastateur en 363 après JC a causé des destructions généralisées. Alors que les derniers habitants abandonnaient progressivement la ville, Pétra a été laissée à la merci du vent et du sable. Pendant des siècles, Pétra n'était rien de plus qu'un murmure. Une rumeur d'une cité de pierre perdue, dans les contrées lointaines et dangereuses d'Arabie. Les érudits européens lisaient des récits dans des textes anciens, mais sa localisation demeurait un mystère complet. L'Empire ottoman contrôlait la région, les tribus bédouines se méfiaient des étrangers, gardant farouchement les secrets de leurs terres ancestrales. Cet homme était Johann Ludwig Burckhardt, linguiste, érudit brillant, fasciné par les cultures du Moyen-Orient. Il passa des années en Syrie, perfectionnant son arabe, étudiant le Coran, adoptant le déguisement d'un érudit arabe nommé Sheikh Ibrahim ibn Abdullah. Il s'immergea si complètement qu'il pouvait passer pour un natif. En 1812, voyageant de Syrie en Égypte, il entendit des légendes locales sur des ruines fantastiques, cachées dans les montagnes près de la supposée tombe d'Aaron. Il dit à son guide qu'il avait fait le vœu de sacrifier une chèvre. C'était une requête que son guide, aussi réticent fût-il, ne pouvait refuser. Le guide le conduisit à travers le passage sinueux et étroit du Sikh. Il savait qu'il avait trouvé Pétra. En vous promenant à Pétra, une caractéristique domine le paysage avant toutes les autres, les tombes. Il y en a des centaines, peut-être même plus d'un millier, leurs façades élaborées, taillées dans chaque falaise disponible. Elles vont des grottes simples et sans fioritures aux monuments colossaux, comme le soi-disant trésor et le monastère. Leur nombre et leur échelle sont tout simplement stupéfiants, donnant à Pétra son surnom, la vaste nécropole des villes silencieuses. Mais vous savez, ce nom soulève une question profonde et plutôt troublante. Ces magnifiques structures n'étaient-elles vraiment que des tombes? Et si oui, pourquoi une civilisation dédierait-elle autant de sa richesse et de son énergie artistique à abriter les morts, souvent à une échelle bien plus grandiose que les habitations des vivants? La croyance commune est qu'il s'agissait des dernières demeures de l'élite nabatéenne, rois, reines et marchands fortunés. La grandeur de la façade était probablement destinée à refléter le statut et la richesse de l'individu ou de la famille inhumée à l'intérieur. Cependant, les intérieurs de ces tombes sont étonnamment, presque décevants, simples. Derrière les extérieurs spectaculaires se trouvent des chambres nues, non décorées, avec peu plus que des bancs ou des niches creusées dans les murs pour les corps. Les archéologues ont trouvé très peu de restes humains ou de biens funéraires à l'intérieur, car la plupart ont été pillés en grande partie dans l'Antiquité. Ce manque de preuves a conduit certains chercheurs à s'interroger sur leur fonction première. Ceci mène à une théorie fascinante. Peut-être ces structures n'étaient-elles pas seulement des tombes, mais aussi des lieux de culte actifs et de commémoration. Elles nous encouragent à regarder le monde qui nous entoure avec un plus grand sens de l'émerveillement et à apprécier les histoires cachées dans les paysages que nous habitons. Au-delà des grandioses tombeaux, le véritable génie des Nabatéens se révèle dans les petits détails, souvent négligés, de leur ingénierie. Leur maîtrise de l'eau est, sans aucun doute, leur réalisation la plus stupéfiante. Dans une région qui reçoit moins de 15 cm de pluie par an, ils ont réussi à faire prospérer une ville de dizaines de milliers d'habitants. Comment ont-ils fait? Ils ont créé un système de plomberie urbain incroyablement sophistiqué. Experts en hydrologie, ils ont sculpté des réseaux complexes de canaux de barrages de citernes de réservoirs directement dans le grès. Ils ont récolté chaque précieuse goutte des crues éclairs, rares qui déferlaient à travers les canyons, redirigeant l'eau vers des centaines de vastes citernes souterraines pour le stockage. Un autre mystère omniprésent réside dans les symboles et les gravures qui ornent les monuments de Pétra. Alors que nous voyons de claires influences hellénistiques et romaines, de nombreux éléments décoratifs sont uniquement nabatéens et profondément symboliques. L'un des motifs les plus courants est le cross-step design, un motif en escalier qui couronne de nombreux tombeaux et niches sacrées. De nombreux chercheurs pensent qu'il représente un escalier vers les cieux, une connexion entre le royaume terrestre et le monde divin des dieux. Pourquoi Pétra continue-t-elle d'exercer une emprise aussi puissante sur notre imaginaire collectif, plus de 2 siècles après sa redécouverte par l'Occident? C'est parce que Pétra est plus qu'une ruine, c'est une promesse. C'est la promesse qu'il y a encore des secrets à découvrir, que le monde recèle encore des lieux d'une beauté à couper le souffle qui peuvent nous transporter dans un autre temps. L'entrée spectaculaire de la ville.
Sa pierre rouge rose, son échelle monumentale, créent une expérience profondément personnelle et absolument inoubliable. Les archéologues estiment qu'un chiffre stupéfiant de 85% de Petra est encore enfoui sous le sable. En 2016, une plateforme cérémonielle massive, plus grande qu'une piscine olympique, a été découverte à une courte distance du centre-ville, complètement cachée de la vue. L'héritage de Petra n'est pas seulement celui de la pierre, mais celui de l'inspiration. Il remet en question nos perceptions de l'histoire et notre compréhension des capacités humaines. Il nous enseigne une leçon de résilience, d'ingéniosité et la capacité de créer beauté et prospérité dans les environnements les plus difficiles. Elle nous encourage à regarder le monde qui nous entoure avec un plus grand sens de l'émerveillement et à apprécier les histoires cachées dans les paysages que nous habitons. Je vous invite, chers spectateurs et lecteurs, à poursuivre cette conversation. Parlez de Petra avec vos amis et votre famille. Partagez ces images, ces histoires, ces mystères éternels. Merci de vous abonner et liker la vidéo. Cela aiderait énormément la chaîne et me permettrait d'améliorer la qualité des vidéos. Car en faisant cela, nous maintenons l'esprit de cette magnifique cité perdue en vie, garantissant que ces pierres rouges-roses continueront de fasciner et d'inspirer les générations à venir. Merci de vous abonner et liker la vidéo. Cela aiderait énormément la chaîne.